Un président qui se cache dans un camion de traiteurs pour fuir une menace d'assassinat, ça ressemble à quoi? Une victoire. Parce que c'est exactement ce que Donald Trump a fait au mois de juillet, en pleine sortie du sommet de l'OTAN à Ankara. Pas une image retouchée, pas une rumeur venue d'un compte anonyme. 4 médias différents, dont NBC News et le Daily Mail, ont confirmé la même scène. Trump, prévenu d'une menace d'assassinat iranienne jugée crédible, quitte discrètement Air Force One, monte dans un camion de restauration et rejoint un avion leurre garé plus loin sur le tarmac. C'est pas ce qu'on vous a vendu depuis des mois. On vous a dit que les États-Unis contrôlaient le détroit d'Ormuz, on vous a dit que le blocus fonctionnait à la perfection, on vous a dit que l'Iran était à genoux. Alors expliquez-moi une chose. Pourquoi le commandant en chef d'un pays, soi-disant en position de force, a-t-il besoin d'un camion à sandwich pour rester en vie? Et pourquoi Marco Rubio, Scott Bessent et Stephen Miller sont-ils restés sur l'avion officiel, pendant que Trump filait avec un tout petit groupe choisi à la main? Cette vidéo va vous montrer 2 choses. D'abord, comment cette fuite en camion s'inscrit dans un mois d'humiliation publique venu directement des comptes officiels des ambassades iraniennes. Ensuite, ce que dit vraiment depuis Téhéran un professeur qui a suivi les négociations de l'intérieur et pourquoi son témoignage démontre la version que la Maison-Blanche essaie de vous vendre. Petite précision qui a son importance avant d'aller plus loin. Tout ce qui touche à l'incident du camion traiteur est confirmé par plusieurs rédactions indépendantes qui ont cité des sources internes. Tout ce qui vient des publications des ambassades iraniennes reste ce que c'est, de la propagande officielle d'un État en guerre. On vous le dira clairement à chaque fois. Alors voilà le premier reward. D'après le Daily Mail, la personne choisie en priorité pour monter dans ce camion aux côtés de Trump, ce n'est ni le secrétaire d'État, ni le chef de cabinet. C'est Nathalie Arp, 35 ans, une de ses assistantes les plus proches. Une source citée par le journal appelle ça, je cite, un choix évident. Vous voyez le genre de hiérarchie que ça révèle sur qui compte vraiment dans l'entourage du président au moment où sa vie est menacée. Revenons au début de cette histoire, parce que le contexte compte. Depuis le début de l'été, les comptes officiels des ambassades iraniennes de Harar à Erevan publient une série méthodique d'images et de montages qui tournent tous autour de la même idée. Le héros américain autoproclamé s'est enfui en camion. Un montage montre Trump face à un texte qui dit « En substance, j'avais une super idée, suivie de qu'est-ce que j'ai fait ». Un autre prend le texte du Washington Post sur le plan élaboré pour cacher le vol de Trump entre la Turquie et le Royaume-Uni. Attardez-vous une seconde là, dessus. Ce n'est pas juste une moquerie isolée. C'est une campagne coordonnée, menée depuis plusieurs représentations diplomatiques iraniennes en même temps, avec le même angle, la même image, presque le même jour. Ça ressemble à une opération de communication d'État, pas un compte qui s'amuse tout seul un dimanche soir. Et pendant que ça circule, l'ambassadeur américain en Israël, Mike Huckabee, plaisante en conférence sur le fait d'avoir vérifié les réseaux sociaux de Trump avant de prendre la parole, pour être sûr de ne pas venir de se faire virer en pleine nuit. Ça devrait vous alarmer un minimum quand la blague d'un ambassadeur en exercice, c'est de dire qu'il craint d'être limogé par tweet. Bon, à ce stade, on pourrait se dire que ce ne sont que des mèmes, du bruit diplomatique sans conséquence. Sauf que non. Parce qu'au même moment, les prix à la pompe aux États-Unis atteignent en plein mois d'août leur plus haut niveau moyen jamais enregistré pour cette période de l'année. Et la réserve stratégique de pétrole américaine, celle censée amortir exactement ce genre de crise, tourne à un niveau historiquement bas. C'est plus une question d'image. C'est une question de portefeuille pour chaque foyer qui fait le plein cette semaine. Regardez bien ça. Trump continue pourtant à répéter mot pour mot que les États-Unis ont le contrôle total du détroit d'Ormuz, que leur blocus naval forme, je cite ses propres mots, un mur d'acier, sauf que l'autorité portuaire iranienne du Golfe Persique publie, presque en écho direct, un communiqué qui dit l'inverse, le détroit reste bloqué et il le restera tant que les conditions iraniennes ne seront pas acceptées. Ça rappelle furieusement la fable du loup qui criait au loup. À force de répéter le même contrôle total qui ne se vérifie jamais sur le terrain, la parole présidentielle finit par ne plus convaincre personne, pas même son propre camp. 2 versions officielles totalement contradictoires sur le même bout de mer. Une des 2 ment ou au minimum exagère fortement. Et quand vous regardez le flux réel des pétroliers qui traversent la zone plutôt que les communiqués, la version iranienne colle beaucoup mieux à ce que les données de trafic maritime montrent.
Pendant ce temps, à bord des porte-avions américains stationnés dans la région, le moral des équipages est décrit comme historiquement bas. Plusieurs marins auraient eu des pensées suicidaires liées à l'épuisement du déploiement prolongé. Ce chiffre-là, c'est pas une statistique abstraite. C'est le coût humain réel payé par des gens qui n'ont jamais choisi cette guerre d'usure, pendant qu'à Washington, on débat de régime alimentaire à la télévision. Ce qui m'amène au deuxième volet de l'humiliation, et c'est celui qui devrait vraiment vous inquiéter. Marco Rubio, secrétaire d'État, raconte sur un podcast qu'il évite le régime cétogène parce que le manque de sucre le rendrait, je cite à peu près, prêt à vouloir bombarder n'importe quel pays sans raison. Il plaisante avec ça. Sur la politique étrangère américaine, en plein conflit actif, Epitexet, à la tête du département de la guerre, répond à une question sur la stratégie militaire réelle en attaquant l'administration précédente sur des histoires de diversité et d'identité de genre. Aucun de ces deux hommes ne répond à aucun moment à la seule question qui compte, où en est vraiment le blocus et pourquoi le président a-t-il dû fuir en camion. Vous avez remarqué comme ce genre de détail disparaît toujours avant d'arriver au gros titre ? On vous parle de keto et de politique identitaire, jamais du fait que le porte-parole officiel de la marine iranienne semble, sur le terrain, plus crédible que le président américain sur l'état réel du détroit. Plus il répète qu'il contrôle le détroit d'Ormuz, plus ça ressemble à un aveu qu'il ne le contrôle pas du tout. C'est là que le tableau change, parce que un mois de même et de camions traiteurs, aussi révélateurs soient-ils, ce n'est encore que la surface. Et ce premier fil n'est encore rien comparé à ce qui suit. Il existe un second fil à cette histoire, presque totalement absent des grandes chaînes américaines, et il vient directement de Téhéran. Le professeur Mohammad Marandi, de l'université de Téhéran, ancien conseiller proche des équipes de négociation iraniennes, a donné une interview longue et détaillée sur l'état réel du rapport de force. Ce n'est pas un compte anonyme sur les réseaux. C'est un universitaire nommé, cité, qui a participé directement aux discussions à Islamabad. Ce qu'il décrit d'abord, c'est un basculement d'opinion en Iran. Avant la guerre, une partie significative de la société iranienne, y compris les plus favorables à l'Occident, poussait pour un accord avec Washington. Mais selon Marandi, au moment même où les deux pays négociaient, les États-Unis ont frappé l'Iran. Résultat, ses propres mots, même les Iraniens les plus libéraux, les plus occidentalisés, sont devenus profondément méfiants envers les États-Unis. Et voici le chiffre qui devrait vous arrêter net. Selon les sondages que Marandi dit avoir consultés, la proportion d'Iraniens favorables à ce que leur pays se dote de l'arme nucléaire est passée d'environ la moitié, avant la guerre de 12 jours, à une forte majorité aujourd'hui, pas parce que Téhéran a fait une grande campagne de propagande interne, mais selon lui, parce que Trump lui-même, par sa conduite pendant les négociations, a convaincu une majorité d'Iraniens que seule l'arme nucléaire les protège. Laissez ça infuser une seconde. La politique de pression maximale, censée empêcher l'Iran de vouloir la bombe, a peu être produit exactement l'effet inverse. Un dernier point à clarifier tout de suite, parce qu'il est facilement instrumentalisable. L'existence de ce sondage et son ampleur reste une information rapportée par une seule source, le professeur lui-même, et non un document public vérifiable de façon indépendante. Ce que dit Marandi doit être compris comme un témoignage de première main sur le climat politique interne, pas comme un fait chiffré établi. Cette nuance-là compte, et on la garde. Soyons honnêtes 2 secondes sur le meilleur argument en face, parce que ce script ne serait pas complet sans lui. L'argument le plus solide de l'administration Trump, c'est que la pression économique fonctionne réellement, au moins en partie. Marandi lui-même reconnaît que les commerçants et restaurateurs de Téhéran, quand on leur demande franchement comment vont les affaires, répondent que ce n'est pas terrible. Les prix montent, l'activité ralentit, et c'est pas rien pour une population qui subit ça depuis des mois. C'est pas un mensonge de dire que le blocus fait mal. Sauf que ce même coût économique frappe les deux côtés en même temps, et c'est précisément ce que la version officielle américaine cache. Les Américains paient, eux aussi, le prix le plus élevé de l'histoire à la pompe en plein mois d'août. Et pendant que Washington prétend gagner ce bras de fer, Marandi révèle qu'un accord existe déjà, en coulisses, entre l'Iran et Oman, pour organiser la surveillance du détroit sans passer par les États-Unis du tout. C'est pas anodin ce qui se passe là. Selon Marandi, l'Iran et Oman se sont mis d'accord sur un dispositif de contrôle des navires entrant et sortant du Golfe Persique avec une redevance à la clé. Washington aurait fait pression sur Oman pour empêcher cette redevance et pour limiter la supervision iranienne. Sans succès.
Oman a préféré composer directement avec Téhéran sur ce qui reste juridiquement des eaux territoriales iraniennes et omanaises, pas des eaux internationales. Et voilà le détail le plus révélateur. 2 semaines avant cette interview, le secrétaire au Trésor Scott Bessent avait annoncé publiquement qu'un accord était sur le point d'être conclu. Trump avait ensuite tenté de s'en attribuer le mérite, comme si c'était sa diplomatie personnelle qui avait débloqué la situation. Sauf que, d'après Marandi, cet accord n'a même pas été officiellement déclaré, précisément parce que le blocus américain continue, et que Trump n'a toujours pas honoré les engagements qu'il avait lui-même signés dans le protocole d'accord précédent. Et c'est même pas le plus gros morceau de cette histoire. Marandi énumère, article par article, les engagements que Trump a violés dans ce protocole d'accord qu'il avait pourtant lui-même signé. Il devait débloquer les fonds iraniens gelés. Il n'a pas fait. Il devait pousser Israël à se retirer du Liban et à cesser certaines frappes. Il ne l'a pas fait. Il devait lever les sanctions sur les exportations pétrolières iraniennes. Il les a levées, puis remises en place quelques jours plus tard. Et sur l'article 5, celui qui prévoyait justement la supervision iranienne du détroit d'Ormuz, Trump a plutôt monté son propre corridor maritime avec l'Arabie Saoudite, les Émirats et le Koweït, en violation directe de l'accord qu'il avait signé. C'est cette violation précise, selon Marandi, qui a poussé l'Iran à bloquer le corridor, ce qui a ensuite servi de prétexte à Trump pour relancer la guerre. Ce que Marandi décrit en creux, c'est un schéma qui se répète depuis des années avec Trump, signer un accord, en tirer un bénéfice de communication immédiat, puis le vider de sa substance dès que ça l'arrange. Ça ne surprendra personne qui a suivi son bilan diplomatique depuis 2017. Ce qui change cette fois, c'est que l'autre partie documente chaque violation, article par article, devant des journalistes internationaux. Ce que je sentais depuis le début sur ce point-là, c'était vrai. Et si vous vous contentez des chaînes classiques pour suivre ce dossier, cette structure-là, article par article, vous ne la voyez jamais. Il y a aussi ce que Marandi appelle, sans détour, le repositionnement géopolitique de l'Iran. Depuis le début de cette guerre prolongée, les dirigeants chinois et russes traiteraient les officiels iraniens avec, selon ses mots, beaucoup plus de respect qu'avant. Même les Européens, historiquement condescendants dans leurs échanges diplomatiques avec Téhéran d'après lui, auraient adouci leur ton tout en restant alignés sur Washington. Ce sentiment que vous aviez, que quelque chose clochait dans le narratif d'une victoire américaine totale, il était fondé. Et il y a ce moment, dans l'interview, qui vaut plus que n'importe quel chiffre. Marandi décrit les funérailles organisées à Téhéran, Qom et Machhad, après les frappes, où des médias occidentaux ont dû, pour la première fois, reconnaître publiquement l'ampleur des foules, des millions de personnes réunies sur 3 villes. Selon lui, l'effet Trump a été de souder une population iranienne divisée en un bloc uni par l'hostilité envers Washington, un effet qu'il dit ne jamais avoir observé à ce point depuis son adolescence. Il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, et pourtant c'est exactement ce que fait Washington depuis des mois en célébrant un contrôle du détroit qui sur le terrain n'existe simplement pas. Marandi va plus loin encore sur la question du temps. Trump répète que le temps joue en faveur des États-Unis, que l'Iran finira par céder sous la pression. Mais Marandi rappelle la chronologie exacte des reculs américains, exigence de reddition inconditionnelle au début du conflit, puis acceptation, 40 jours plus tard, du plan iranien en 14 points comme base de négociation. Ça, concrètement, c'est un recul stratégique, pas une victoire. C'est un peu la grenouille qui bout doucement. Sauf qu'ici, c'est l'économie américaine elle-même qui chauffe sans que personne à la Maison-Blanche ne veuille l'admettre publiquement. Selon lui, ce sont les pressions sur l'économie mondiale et sur l'économie américaine elle-même, et non une quelconque capitulation iranienne, qui ont forcé Washington à revenir à la table. Trump aurait même évoqué en privé la crainte de finir comme Herbert Hoover, le président associé à la Grande Dépression. Comparaison qu'il a lui-même invoquée, selon les propos rapportés dans cette interview, et qui en dit long sur ce qu'il redoute réellement. Alors qu'est-ce qui reste une fois qu'on a posé les deux fils côte à côte ? D'un côté, un président qui fuit en camion traiteur, qui répète un contrôle maritime que les données de trafic ne confirment pas, entouré de conseillers qui plaisantent sur le keto et sur la peur d'être viré par tweet. De l'autre, un professeur à Téhéran qui documente
article après article, comment cet homme a violé son propre accord et comment cette violation a soudé contre lui une population qu'il pensait pouvoir affamer jusqu'à la reddition. Revenez avec moi à la question du départ. Un président qui se cache dans un camion pour fuir une menace d'assassinat, ça ressemblait à une anecdote embarrassante. Vous êtes venu pour une histoire de camion traiteur, vous repartez avec la preuve que la stratégie entière de pression maximale sur l'Iran repose sur des affirmations que les faits sur le terrain contredisent presque tous, un accord signé et ensuite déchiré, et un détroit que Washington ne contrôle toujours pas. C'est pas une coïncidence isolée, c'est une méthode répétée assez de fois pour ne plus être un accident de diplomatie. Ce n'est pas un oubli éditorial si les grandes chaînes conservatrices américaines survolent chaque violation de cet accord signé. C'est un choix répété assez souvent pour ne plus être accidentel. Ce qui devrait nous inquiéter, ce n'est pas seulement ce camion traiteur en lui-même. C'est ce qu'il révèle sur l'écart entre ce que Washington affirme en public et ce qui se passe réellement sur le terrain, un écart que même des alliés traditionnels commencent visiblement à observer avec méfiance. Et rien ne dit que ça s'arrête là, puisque Marandi lui-même estime que ce bras de fer pourrait s'étirer bien au-delà de la fin du mandat actuel. Et pendant que cette question reste sans réponse, ce sont les marins sur ces porte-avions, les familles américaines qui paient leur plein d'essence au prix fort, et les civils iraniens qui subissent le blocus, qui absorbent le coût réel de tout ça, pendant que les porte-paroles officiels continuent, eux, à parler de murs d'acier et de victoire totale. Ce n'est clairement pas terminé. Si vous voulez qu'on continue à suivre cette histoire ensemble, jusqu'au bout, abonnez-vous à la chaîne, et si cette analyse vous a été utile, un like m'aide énormément à la faire connaître.